Bonjour à tous, nouvel essai de démarrage de webinaire. Merci d'être venus si nombreux là pour participer à ce webinaire. Donc le sujet concerne le CSE et les prérogatives du CSE en matière de durabilité. Et l'objectif est de prendre en considération, donc les questions, les nouvelles dispositions qui sont en place depuis le début de cette année concernant ces prérogatives en matière de durabilité. Donc, l'objet est donc de faire une piqûre de rappel pour toutes les équipes qui vont avoir à se saisir de ce sujet dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, le sujet a largement été débattu depuis environ 2 ans. On en parle quand même de manière régulière depuis 2 ans. Et il nous a semblé opportun de faire un peu un point sur ces nouvelles dispositions, notamment sur la transposition, l'implication de la transposition de la directive européenne CSRD en droit français et donc dans les prérogatives du CSE. Alors, pour faire ce séminaire, nous sommes associés donc Talentis, cabinet d'expertise des CSE, avec le cabinet Gate 17 et donc Mathilde Despac qui est à mes côtés. Tout à fait. Bonsoir à tous. J'aurai l'occasion de me présenter dans quelques temps, pour quelques minutes. Je te présente maintenant. Oui. Ok. Bah, tu avances. Ok. Donc, le cabinet Talentis, on vous l'a indiqué, donc un cabinet généraliste d'expertise auprès des CSE et qui réalise également des formations pour le compte des CSE, expertise à la fois économique et CCT. Cabinet qui existe depuis une vingtaine d'années désormais. Et donc, Gate 17. Voilà, de façon un peu plus récente, donc depuis 6 ans, effectivement, nous accompagnons les représentants du personnel également sur les enjeux de leurs nouvelles prérogatives environnementales. Donc, ça va être le sujet aussi de la deuxième partie de cet atelier, notamment effectivement avec un focus sur la consultation du rapport de durabilité qui s'inscrit de manière plus générale dans un renforcement des prérogatives environnementales des CSE qui ont été instituées par la loi climat en 2021. Voilà, donc pour le cabinet, pour vous donner un petit contexte de la création, l'idée étant voilà, de mettre, si vous voulez, de mutualiser des compétences d'expertise donc en matière de dialogue social et en matière d'expertise environnementale et climatique, qui nous a permis de créer si vous voulez, des formes d'accompagnement adaptées pour les représentants du personnel. Et alors rapidement, justement, je vous parle un petit peu de nos types d'accompagnement. Donc l'expertise lors des consultations du CSE, on va en parler. Donc d'une part, aujourd'hui, on parle de la consultation, du rapport CSRD, du rapport de durabilité, sachant que la consultation des représentants du personnel sur les questions environnementales sont antérieures et de façon plus large doivent être inscrites dans le cadre des 3 obligations de consultation qu'on connaît. J'y reviendrai ensuite sur les questions de négociation collective, donc toujours en matière environnementale. Vraiment, le cadre de notre accompagnement s'inscrit uniquement dans le cadre des enjeux environnementaux. Donc la négociation collective, pour vous donner quelques exemples, que ce soit au niveau des branches ou de l'entreprise, sur des enjeux de mobilité durable, sur des enjeux de critères environnementaux insérés dans les accords d'intéressement, que ce soit aussi au niveau de la formation et la GEPP, donc la négociation de la gestion prévisionnelle des emplois et carrières, sur la montée en compétences selon l'activité en matière de transition écologique. Voilà, je vais en rester là. Je vous invite à aller voir le site internet pour avoir plus d'informations. Donc, nous mettrons à disposition le support après ce webinaire. Et à la fin du support, il y a bien évidemment nos coordonnées. Alors, peut-être un petit point d'organisation.
concernant ce webinaire. Nous vous proposons, si vous avez des questions, d'intervenir plutôt par message. Il y a un de nos collègues qui lit au fil de l'eau les messages et posera les questions qui sont posées. Parce que nous sommes quand même assez nombreux et c'est préférable de fonctionner dans ce rythme-là. Et on aura un temps d'échange à l'issue de chacune des parties pour des questions qui demanderont un peu plus de profondeur de réponse. Voilà pour l'essentiel. Nous avons Peut-être juste préciser si le lien d'enregistrement soit peu compliqué. C'est une demande sur le support. Alors, on va commencer la première partie qui concerne les périmètres des nouvelles obligations des entreprises en matière de durabilité. Alors, ça c'est le site de l'atelier. Donc, ces nouvelles obligations s'inscrivent dans un processus relativement ancien. Et là, on a essayé de vous faire un historique sur les 25 dernières années, tant en Europe qu'en France, qui retrace finalement l'évolution de la prise en compte du concept de RSE en droit français, avec, dans certains cas, une impulsion européenne. Alors, on ne va pas passer en détail toutes les dispositions, mais si on veut se mettre dans un schéma long, on peut commencer en 2000 avec l'instauration en France d'un code de l'environnement. Nous avons également une loi assez emblématique, la première loi qui a intégré les questions extra-financières, l'obligation de publier des informations au sein des entreprises françaises, qui est la loi NRE en 2001. C'est vraiment la première disposition. On a attendu quand même assez longtemps pour que ce dispositif soit renforcé, hein, puisque ce n'est qu'en 2009, avec les lois de Grenelle 2, que ce dispositif d'information extra-financière a été renforcé et élargi à un plus grand nombre d'entreprises, avec l'introduction de l'idée d'une certification de ces informations. Et puis, dans la période récente, les choses se sont un petit peu accélérées, avec une succession d'initiatives législatives qui viennent renforcer les obligations de communication sur l'information extra-financière. Et donc, on va plutôt s'intéresser à ce qui s'est passé, bien évidemment, dans la période récente. Alors, la période récente commence en 2014 avec la directive Non-Financial Reporting Directive, produit donc l'idée de performance globale dans l'information des entreprises. Cette directive a été transcrite en droit français en 2017 seulement, donc on est quand même assez récent. Et encore plus récemment, donc, sous l'impulsion de la directive CSRD, on a eu l'instauration d'un nouveau dispositif d'information relative à la durabilité qui a été instauré sur le plan européen et transcrit en droit français en 2023. Alors, si on va au terme de ce processus, forcément passer tout en détail, on a quand même, on a mis 2025, puisque 2025 c'est une année où il se passe également des choses, hein, puisque finalement, via une directive dite Omnibus, il y a le projet donc de revenir, d'assouplir un certain nombre de ces dispositions qui sont en train d'être transcrites en droit français, puisqu'elles sont passées très récemment à l'Assemblée et au Sénat. On est dans l'attente de la publication de ces dispositions. Donc, un dispositif à la fois ancien, disposition à la fois ancienne, et avec un renforcement progressif au fil du temps, et une complexité. C'est une difficulté pour les représentants du personnel de bien cerner ces obligations, la manière de s'en saisir également dans le cadre de cette attribution. Concernant la focale, plus précisément sur la CSRD, c'était un peu l'objectif principal de cet atelier. Donc, on avait un dispositif antérieur qui remonte à 2014, qui a été transcrit en droit français en 2017 et qui a donné lieu à l'obligation pour les entreprises d'une certaine taille, qualifiées de grandes entreprises, des entreprises de plus de 500 salariés, de publier une déclaration de performance extra-financière.
avec un certain nombre d'informations et de thématiques obligatoires, telles que la description des risques environnementaux, sociaux, le détail de la stratégie pour réduire la survenance de ces risques, et puis un suivi des résultats de cette stratégie. Ça, c'était un petit peu l'ossature de DPEF. Alors, avec ses limites, puisque la DPEF ne prévoyait pas d'indicateurs précis, chaque entreprise était relativement libre de communiquer les indicateurs qui lui semblaient bons. Dans les faits, il y avait peu d'informations réellement vérifiables et donc peu de capacité finalement de s'assurer de la crédibilité de ce type de communication. Avec d'où une nouvelle disposition qui a commencé à être élaborée dès 2021 et qui prévoit d'élargir le champ d'application à un plus grand nombre d'entreprises. On parle au niveau européen de 11 000 entreprises dans le cadre de la NFRD, et on passerait à environ 55 000 entreprises au global, 5 fois plus dans le cadre de la CSRD. Alors la CSRD, on élargit le champ, on harmonise les normes. Les normes deviennent européennes. On va le voir après avec une précision, une complexité liée à un référentiel commun à l'ensemble de l'Europe. Une transparence et une diffusion des informations beaucoup plus large que ce qui est fait, ce qui va permettre aussi une comparaison des entreprises d'un même secteur. Et puis, donc, la possibilité d'ancrer davantage l'entreprise dans son écosystème naturel et social. Et on va voir quelle est la traduction de cet dernier objectif dans l'état du durabilité ou le rapport de durabilité, puisque les deux termes sont couramment utilisés. Alors, concernant le calendrier d'application de ces nouvelles dispositions, donc directive européenne de 2022, transcrit en droit français en 2023, le premier exercice d'application pour les entreprises, c'est l'exercice 2024. L'exercice 2024 qui donne lieu à l'établissement de comptes, de rapports de gestion qui sont en train d'être élaborés par les entreprises. Donc, cette première catégorie d'entreprises, on l'appelle la première vague. En tout, il y a 4 vagues qui sont programmées dans le cadre de directive. Première vague, donc on est dedans. On est dans la première année de mise en œuvre effective de ces dispositions. Alors, cette première vague concerne les plus grandes entreprises qui étaient déjà soumises à la directive NFE. Et avec les indications de taille en termes de bilan, de chiffre d'affaires. Certaines catégories d'entreprises voient leur obligation décalée sur l'année à venir, sur l'exercice suivant. Et puis progressivement, donc, on a des vagues 2, 3 et 4 qui doivent intégrer un plus grand nombre d'entreprises, puis des exercices successifs sur des questions de taille d'entreprise et aussi de localisation, puisque dans la dernière vague, la vague 4, il est question d'intégrer les filiales et succursales des groupes non européens, à partir du moment où ils dépassent sur le territoire européen une certaine taille de chiffre d'affaires, en l'occurrence 150 millions d'euros. Alors, cette obligation se situe en termes de taille au niveau de l'entreprise et ou au niveau du groupe. Une entreprise prise individuellement peut ne pas avoir la taille requise pour être intégrée dans telle ou telle vague, mais si son groupe d'appartenance dispose de la taille suffisante, eh bien, ces dispositions s'appliquent. Donc voilà le schéma, un élargissement progressif à différentes catégories d'entreprises, et donc avec un panel qui est censé être beaucoup plus important au fil des années. Voilà le dispositif initial. Alors, on est obligé de vous dire que ce dispositif initial va évoluer. On ne va pas utiliser le conditionnel, va évoluer dans le cadre de la directive Omnibus et de sa transcription en droit français. Donc, avec l'objectif de simplifier, d'assouplir
les dispositions, les entreprises y ont fait, et il en fait part auprès de la Commission européenne que ces nouveaux dispositifs s'avéraient un peu trop compliqués à mettre en œuvre et risquaient d'entraîner une concurrence, une situation, un handicap par rapport aux autres acteurs européens, aux autres acteurs internationaux. Et donc, la Commission européenne a intégré ces types de réflexion et donc a proposé, donc, d'une part, de reporter de 2 ans les vagues 2 et 3. Donc, on reporte, on stop the clock, c'est-à-dire qu'on reporte de 2 ans la mise en œuvre de ces vagues. Et puis, à côté de ça, il y a des projets pour re-questionner les seuils, récemment pour les augmenter, pour que moins d'entreprises soient concernées en perspective. Et puis aussi pour revoir les normes qui président à la construction de ces états de durabilité. Ça, c'est la directive Omnibus. Les parlementaires français, on en a parlé au tout début, se sont montrés particulièrement réactifs dans la transcription de ce dispositif, puisque la transposition est passée très récemment au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je regardais les dates. Non, je crois que c'était le 2 et 3 février, 2 et 3 avril dernier, donc on est vraiment dans l'actualité immédiate. Et là, la loi n'est pas encore publiée, puisqu'il y a un recours au Conseil constitutionnel qui décale un petit peu la mise en application. Mais vraisemblablement, du coup, on va aboutir au fait que les vagues 2 et 3 vont être décalées. Donc les vagues 1, les entreprises qui sont dans la vague 1 appliquent les dispositions de cette année, mais les entreprises qui devaient l'appliquer sur l'exercice 2025, donc en 2026, dans le cadre des rapports de gestion 2026, pourraient obtenir 2 ans de délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions. Ce type d'aller-retour en termes dans la réglementation induit chez un certain nombre d'acteurs une forme d'attentisme, compte tenu du fait que finalement, si on peut se dispenser de mettre en place des dispositions qui sont de fait contraignantes, qui présentent un certain niveau de contraintes, eh bien, certaines entreprises ont plutôt tendance à considérer que c'est le bon moment d'attendre. Il est urgent d'attendre. Donc voilà pour la complexité de ces nouvelles dispositions. Donc, un premier lot d'entreprises qui les appliquent dès cette année et un certain nombre d'entreprises qui les appliqueront, mais sûrement avec un délai un peu plus long que ce qui était prévu initialement. On a juste une petite question. Pour les associations de plus de 500 salariés et de moins de 1000 salariés, est-ce qu'ils sont concernés ou pas pour l'instant? Alors, les associations ne sont pas dans la première vague, CSRD, parce qu'elles n'étaient pas soumises à l'établissement de la DPEF. C'est ça qui fixe le fait qu'elles n'ont pas l'obligation de faire partie de la première vague. Elles peuvent l'appliquer volontairement, mais elles n'ont pas l'obligation de l'appliquer au titre de l'exercice 2024, comme les autres catégories d'entreprises. Alors, l'état ou rapport de durabilité, de quoi parle-t-on précisément? On ne parle plus de DPES, donc la DPEF, ça va bientôt être une histoire ancienne. On parle de rapport ou d'état de durabilité. Un rapport de durabilité établi soit au niveau de l'entreprise, soit sur une base consolidée. C'est une rubrique, une section spécifique du rapport de gestion. Donc le rapport de gestion, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est le document écrit qui accompagne les comptes de l'entreprise, document qui décrit de manière détaillée, qui fait de manière détaillée le bilan de l'année écoulée, qui adresse les perspectives, qui fait l'état de la gouvernance de l'entreprise. Il y a un certain nombre de dispositions obligatoires dans un rapport de gestion. Le rapport de gestion fait partie des documents qui est communiqué à l'Assemblée générale annuelle en même temps que les comptes de l'entreprise. Et donc, ce rapport de gestion
intègre, pour les entreprises qui sont soumises à ces dispositions, une rubrique, un état de durabilité particulier. Cet état doit permettre de comprendre les incidences de l'activité de l'entreprise et du groupe sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d'entreprise, mais également la manière dont ces enjeux influent sur l'évolution des affaires, des résultats, de la situation de l'entreprise. On va revenir sur ce point-là, qui est la double matérialité, qui est un point essentiel de cet état de durabilité. Donc, ce rapport répond à certaines normes, les normes dites ESRS. On va revoir un peu plus en détail de quoi elles sont composées après. Et cet état de durabilité doit faire l'objet d'une certification. Donc là, il y a un synchronisme parfait avec la certification des comptes. Il y a une certification spécifique, une deuxième certification qui ne porte que sur les éléments de durabilité, alors qui peut être fait soit par un commissaire aux comptes, et les commissaires aux comptes sont plutôt mis en perspective de réaliser cette certification, soit par un organisme tiers indépendant qui va apporter une garantie externe sur la façon dont sont construites ces informations et la façon les méthodes de construction des informations et la qualité des informations qui sont produites au regard des règles imposées de manière réglementaire. Cet état de durabilité fait partie, bien évidemment, de l'ensemble du rapport de gestion qui est soumis à l'Assemblée générale. Et à l'issue de cette Assemblée générale, comme par le passé, le rapport de gestion fait l'objet d'une communication par l'entreprise sur son site, ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés. Alors, la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de non-respect de l'obligation d'établir ou de communiquer ce rapport de durabilité. Alors, on les a mis en petit là, juste en bas de la page. Il y a deux types de sanctions, de contraintes potentielles que l'on peut bloquer. D'une part, une procédure d'injonction qui est plus large que celle du rapport de durabilité, qui est le fait que par rapport à une information qui doit être élaborée et communiquée par l'entreprise, n'importe qui extérieur à l'entreprise peut forcer l'entreprise à faire cette communication. C'est un levier d'accès à l'information. Ça passe par une procédure auprès du tribunal des commerces. Donc, je dois de dire que ça existe et ça pourrait, dans certains cas, contraindre les entreprises récalcitrantes à appliquer ce dispositif. L'autre type de contrainte, c'est un dispositif d'exclusion des marchés publics. Alors ça, c'est laissé à la discrétion de l'organisme public qui fait les appels d'offres, d'exclure ou pas les entreprises qui ne répondraient pas à cette obligation d'établissement et de publication du rapport de durabilité. On est sur des sanctions qui sont largement moindres que celles qu'on peut avoir dans le cadre du plan de vigilance, qui prévoit des sanctions beaucoup plus lourdes pour les entreprises qui ne respecteraient pas cette obligation. Pour préciser que sans nomination, les commissaires aux comptes, même, sur ce sujet-là, et là, pour le coup, la sanction est particulièrement lourde. C'est-à-dire que si on ne nomme pas un commissaire aux comptes sur le rapport de durabilité comme sur le rapport financier, la sanction est la même. Je sais que c'est une sanction pénale, je ne vais pas dire de bêtises. Je te donne le terme exact. En fait, c'est une sanction, le risque, c'est la nullité des décisions, des délibérations prises dans l'Assemblée générale, en cas de non-désignation d'un commissaire. Ça. Donc là, effectivement, on aurait pu ajouter... Si on ne nomme pas un commissaire aux comptes ou un DI sur la question du rapport de durabilité, sur la certification, la sanction, il me semble, mais je vais le retrouver d'ici là, d'ici ma prise de parole, est de 2 ans, 2 ans d'emprisonnement et de l'ordre de 50. Sur les monts. C'est une sanction pénale. Moi, je voyais le côté juridique, le fait
devoir déclarer nul les déclarations les décisions qui Aussi, sont prises. aussi, bien sûr. Aussi. Donc, voilà un petit peu l'état des choses en matière de nouvelles obligations. Alors, concrètement, quid du contenu de ce document? Alors, on en a déjà un petit peu parlé, on parle de double matérialité, donc c'est un concept assez central dans cet état de durabilité. Alors, cette double matérialité, elle s'oppose un peu à ce qui existait précédemment dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière, où finalement on se bornait à regarder uniquement les risques qui avaient un impact sur l'entreprise. C'était uniquement vu dans un sens unique. Dans le cas de la double matérialité, on a une matérialité d'impact où on va questionner les effets de l'activité de l'entreprise sur la société, l'environnement, et matérialité financière. Donc là, on retrouve ce qu'on avait dans le cadre de la DPEF, une mesure, une évaluation des impacts financiers, des impacts en matière de risques et opportunités pour l'entreprise. Double impact sur de l'extérieur vers l'entreprise et dans l'autre sens. Et ça, c'est un point vraiment central. Si vous regardez les rapports de durabilité, très rapidement, on arrive à cette définition de matrice de double matérialité. Alors, le contenu du rapport proprement dit comprend un certain nombre de rubriques. Des rubriques, on va qualifier de transversales. Et après, des rubriques thématiques. Des rubriques thématiques avec une thématique environnementale, une thématique sociale, une gouvernance. Et dans chacune de ces thématiques, on a des sous-rubriques qui sont imposées et définies avec des normes précises, des indicateurs précis auxquels les entreprises doivent se soumettre. Et donc, ce cadre très, très structuré donne quand même la possibilité à la fois de comparer les entreprises d'un même secteur entre eux. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel qu'on n'avait pas par le passé. Et aussi, les indicateurs, ils sont beaucoup mieux définis et donc laissent beaucoup moins de possibilités de jeu, d'adaptation dans la communication qui est faite par l'entreprise. À ces rubriques thématiques va se rajouter une rubrique sectorielle avec des normes sectorielles qui sont encore en cours d'élaboration et qui devront trouver à s'appliquer, je crois, à partir de 2017. Là, on est dans un 2027, oui. On est dans un document qui va être évolutif. Là, vous avez la structure actuelle et potentiellement, dans les 2 ans à venir, ce rapport de durabilité va être plus étoffé qu'il n'avait aujourd'hui. Alors, avec cette diapositive, on arrive au terme de la première partie du webinaire. Je vous proposerais bien, c'est peut-être d'organiser un petit échange sur les éléments qui vous semblent devoir être questionnés, peut-être notamment sur les pratiques. Où est-ce que dans votre entreprise, des rapports ont été produits ou non? Est-ce que vous avez déjà des constats sur le respect ou non par vos entreprises respectives de ces nouvelles dispositions de durabilité? Est-ce que quelqu'un peut intervenir? Oui, je pense que si certaines personnes veulent intervenir, peut-être lever la main, c'est ça, sur le Teams, pour qu'on puisse vous donner accès au micro. Bien poser la question sur les éléments que vous voulez partager sur le chat, peut-être. Moi, il y a une question. ESR S4, là, consommateurs, utilisateurs finaux, qu'est-ce qu'on décrit là-dedans? Pardon, je vois SRS S4 ou dans le social. S4, on est dans le social. Ouais. Alors là, c'est l'application plus de ce qu'on connaît au titre du devoir de vigilance, c'est-à-dire sur la chaîne de valeur d'une entreprise, que ce soit ses filiales, que ce soit ses fournisseurs.
elle doit veiller au respect des droits de l'homme. Donc là, on est sur le social, donc c'est le respect des droits de l'homme. C'est aussi le cas sur le respect des droits de l'environnement. Ça, on le retrouve sur la partie environnement, sur les ESRS-E. Mais le ESRS S4, c'est donc oui, une matérialisation du devoir de vigilance. De nouveau, ça n'empêche pas que le plan de vigilance doit toujours être toujours appliqué. Mais sur le concept, donc, c'est une obligation de vérification de la société mère ou la société donneuse d'ordre que chez tous ses fournisseurs ou ses filiales, les droits de l'homme sont respectés. Ok, maintenant c'est Donc, consommateur, utilisateur, c'est à finaux, l'étranger. c'est ça qui est bizarre, parce que souvent le social, quand on met consommateur, utilisateur finaux, c'est par rapport à l'accessibilité de l'offre. Quand on est, pardon? Quand on parle du consommateur et d'utilisateur finaux, c'est par rapport quel est le profil du consommateur. L'offre vise quel type de profil de consommateur? L'offre de l'entreprise, des produits et des services? Oui. Parce que consommateur, utilisateur final, je cherchais, mais je ne trouve pas, justement. Parce que là, je comprends bien sur la chaîne de valeur, mais alors pourquoi on intitule ça consommateur, utilisateur finaux? Oui, c'est amont et aval. Parce que, à la rigueur, effectif au sein de la chaîne de valeur, bon, alors, bon, il n'y a qu'une question d'effectif. Bon, ça, je ne sais pas, surtout qu'au-dessus, on a effectif. Après, effectif sur la chaîne de valeur, enfin bon, on peut avoir 500 personnes maltraitées, c'est pas l'effectif, ça ne conditionne pas les considérations sociales. Si vous voulez entrer vraiment dans le détail des ESRS, vous avez du coup, parce que les ESRS, donc effectivement, se cantonnent pas à effectif, etc. Donc les FRAG donnent un tableau Excel, vous pouvez accéder sur leur site, avec l'ensemble des indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui doivent être inscrits dans chaque ESRS par les entreprises. À charge pour les entreprises de sélectionner ces indicateurs en fonction de leur matérialité, justement. C'est-à-dire la matérialité d'un enjeu voilà, pour l'entreprise, c'est est-ce que cet enjeu est important pour moi dans ma stratégie Et c'est relatif au pays? Parce que, par exemple, nous, en France, on a une réglementation sociale très importante. Donc, je veux dire, le social en Allemagne, c'est pas le social en Espagne, c'est pas le social en Italie. Alors, c'est un état des lieux, hein, c'est pas le respect de la législation. Oui, mais dans le dispositif légal national. Oui, est-ce que le CAC peut en tenir compte ou pas? Bien sûr. Enfin, de toute façon, bon, les entreprises doivent respecter leur réglementation nationale, leur dispositif légal national. Simplement, là, c'est une mise en forme harmonisée donc, de toutes les entreprises qui sont soumises à la CSRD. Donc, l'idée, c'est pas vous devez pas dépasser, je sais pas, X. Alors oui, vous devez pas dépasser. Effectivement, c'est le dispositif réglementaire national. Par contre, là, c'est plus, l'idée du rapport de durabilité, c'est de faire un état des lieux par indicateur, de les quantifier et de pouvoir effectivement les comparer d'une entreprise à l'autre. Dans le même pays, je suppose, sinon on va être excellent. Bien sûr, dans tous les pays. Au niveau européen. Non, mais au niveau européen, on est excellent, c'est sûr, dans le social. Ah, en France? Oui. Oui, mais pas forcément sur les autres. Et puis excellent, peut-être pas sur tous les indicateurs, mais il y a des entreprises étrangères, notamment, oui, en Allemagne, où il y a des actions sociales qui vont parfois au-delà du dispositif français. Après, l'idée, c'est de pouvoir comparer effectivement tous ces indicateurs, justement, pour faire des comparaisons aussi nationales, sectorielles, nationales, sectorielles au niveau de l'entreprise. On peut dire, voilà, le secteur auto en France, BS, Allemagne, Italie, Espagne. Ça permet, voilà, si jusqu'à présent, la DPEF ou le rapport RSE ne permettait pas ce genre de comparaison. Et là où, d'un point de vue d'incitation pour les entreprises, au même titre que les rapports financiers, l'extra-financier, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir rentrer sur des indicateurs précis, de comparatifs, pour qu'une entreprise puisse, au niveau de son secteur, dans son champ concurrentiel, se comparer aux autres aussi, et qu'il y ait une certaine forme d'émulsion. Voilà. On a une remarque qui dit que ESRS 2 semble plus correspondre au droit de vigilance que le ESRS S4. Oui, tout à fait. En fait, j'ai regardé le mauvais ESRS comme vous m'avez désolée, parce que vous m'avez, sur l'écran là, j'ai vu
J'ai vu la chaîne de valeur, c'est pour ça que je suis partie sur le devoir de vigilance, mais effectivement, donc sur le S4, donc effectivement, donc, vous avez bien repris consommateurs et utilisateurs finaux. Alors c'est vrai que là, j'ai pas tout. C'est vrai que c'est mon volet, c'est l'environnement, alors j'ai pas tout suivi. Mais je pense que la façon la plus simple de toute façon de rentrer dans les ESRS, c'est de récupérer l'Excel de l'EFRAG, où vraiment vous avez. Alors c'est indigeste, hein, je vais pas vous prévenir. Ouais. Mais vous avez tous les indicateurs précisés, voilà, qui doivent être quantifiés, enfin, qui peuvent être quantifiés. Hein. Parce qu'effectivement, au total, c'est de l'ordre de 3000 indicateurs, etc. Et ça, les entreprises reviennent dessus souvent en parlant de ces 3000 indicateurs, etc. C'est faux. Alors oui, en total, il y a 3000 indicateurs, pas du tout, on n'attend pas du tout des entreprises qui quantifient ces 3000 indicateurs. Et si vous regardez les premiers rapports qui ont été publiés, les rapports de durabilité au titre de la CSRD, vous verrez finalement que les indicateurs qui correspondent à l'activité de l'entreprise, pour chaque entreprise, on est loin des 3000 indicateurs. Voilà, on va en avoir 80, peut-être en fonction de la taille de l'entreprise et de ses enjeux. Voilà, il n'y a pas. Donc, oui, alors, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le débat de la complexité, etc., de l'omnibus, est-ce qu'il fallait pas. Mais voilà, je vous invite, en tout cas. Peut-être apporter un petit complément, Mathilde, parce qu'effectivement, le classeur de l'EFRAG, qui est l'autorité de normalisation européenne, est quand même assez compliqué d'accès, hein, puisque c'est beaucoup de lignes. Notre collègue va vous faire parvenir je viens de te l'envoyer, Benjamin, un document peut-être plus comestible, qui est un document fait par l'autorité des normes comptables françaises, qui reprécise finalement un petit peu le sens de ces différents indicateurs en termes peut-être un peu plus faciles à comprendre que la documentation réglementaire européenne. Donc, on va le mettre en ligne sur Teams. Est-ce qu'il y a des liens avec le document d'enregistrement universel? Qu'est-ce qu'on va devoir mettre sur rapport? Enfin, oui. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce rapport dans le document d'enregistrement universel? Tout à fait. En annexe? En fait, c'est un chapitre du rapport de gestion. Voilà. Le rapport de gestion, c'est ce que vous appelez document d'enregistrement. Le document d'enregistrement universel, c'est le rapport financier plus le rapport de gestion. Et le rapport CSRD se trouve dans le rapport de gestion. D'accord. Voilà. Donc, dans ce rapport de durabilité, dans le rapport de gestion ou dans le document universel, vous allez avoir l'état de durabilité, on peut en parler, et le rapport de certification fait par l'organisme qui certifie donc l'exactitude des informations qui sont dans ce rapport. C'est un ensemble. Et dans les entreprises qui sont soumises, en général, à la suite de ça, vient le plan de vigilance. Tout à fait. Qui est également un document spécifique qui doit être et qui est antérieur à ce nouvel état. Bon, c'est un peu complexe, on est désolé, mais là, par rapport aux membres du CSE, ils vont pouvoir prendre connaissance de ce rapport de durabilité à l'occasion de l'une des 3 consultations récurrentes. Alors, au choix. On y vient. Merci beaucoup de la deuxième partie. Et on va peut-être continuer sur les questions à l'issue de cette deuxième partie. Et s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer directement à la deuxième partie du rapport. Comment? On y arrive. Pas d'autres questions? Alors, n'hésitez pas à poursuivre sur les questions. On prendra un temps après cette deuxième partie pour échanger, pour y répondre. Donc, Jean-Christophe vient de vous faire une synthèse un peu de ce qu'est la CSRD, la transposition de la CSRD en droit français. On parle de durabilité en français. Alors,
on entend plus, enfin, ce qui a été publié jusqu'à présent, là, donc c'est très récent, hein, j'ai observé qu'on parle vraiment plus de rapport de durabilité que de rapport CSRD. Donc voilà, c'est la même chose. Donc voilà, après les explications et le cadre que nous a donné Jean-Christophe, l'idée est de savoir comment les représentants du personnel, comment le CSE va pouvoir, voilà, dans quel cadre il va devoir être consulté et quels moyens a-t-il en la matière pour exercer ses prérogatives. Alors, je fais un petit point aussi rapidement qui permet de contextualiser cette consultation. J'aimerais rappeler, du coup, effectivement, que les questions environnementales au sein du dialogue social ne sont pas arrivées par cette nouvelle consultation 2023 sur le rapport de CSRD de la vague 1 des entreprises dont a parlé Jean-Christophe. Donc, cette consultation, en réalité, s'inscrit dans une évolution et un renforcement des prérogatives du CSE en matière environnementale, qui a commencé voilà, depuis les 10 dernières années. Donc, pour vous donner un peu un aperçu politique des enjeux qui ont justifié l'adoption de ces prérogatives environnementales et de ces nouvelles consultations, donc vous avez en bas le lancement de la stratégie nationale bas carbone en 2015, donc qui est le contexte national de réduction des gaz à effet de serre, donc avec pour objectif l'atteinte de la neutralité carbone en 2050, ce qui nécessite l'effort de toutes les parties prenantes du monde économique notamment, donc des entreprises, mais également des représentants du personnel. Donc, en 2007, entre en vigueur l'accord de Paris, donc accord de Paris avec pour objectif de diminuer pareil, les émissions de gaz à effet de serre, donc là, au niveau mondial, afin d'atteindre une augmentation maximum de 2 degrés. Alors, si vous voulez, ces deux engagements, puisque la France est engagée sur l'accord de Paris et a lancé la CNBC, ont généré en France tout un tas de réglementations pour les atteindre. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et d'un point de vue social, effectivement, sur certaines réglementations avec des enjeux particulièrement importants en termes de pouvoir d'achat, etc., on s'est rendu compte que la transition écologique n'allait pas se faire sans l'acceptabilité sociale qui va avec. Et ça a été caractérisé donc, par le mouvement des Gilets jaunes, qui a généré la création de la Convention citoyenne pour le climat. Alors en 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, 150 personnes ont été tirées au sort dans la population pour faire des propositions qui devaient être intégralement faire l'objet d'un projet de loi, mais ils ont fait des propositions en matière de transition juste. Donc, la question qui leur a été posée, comment mettre en place la stratégie nationale bas carbone de façon juste et en évitant au maximum les problématiques sociales que ça pourrait générer. Alors, parmi ces propositions, évidemment, je ne vais pas toutes les faire, je vais juste vous parler de celles qui concernent les CSE. Donc, la loi qui a été adoptée suite aux propositions de la Convention citoyenne, c'est la loi climat, donc la loi climat et résilience, qui a été adoptée en 2021 et qui a généré donc, le fait que les CSE aient désormais des prérogatives environnementales. Prérogatives environnementales qui se sont caractérisées par la modification de la définition du CSE, de la mission du CSE, dans le Code du travail, avec l'intégration du fait que les CSE doivent aborder leurs prérogatives au regard, l'activité de l'entreprise, au regard de son impact environnemental. Donc ça, c'est ce qui a été ajouté dans le Code du travail. Toute une série aussi, je crois que j'y reviens juste après, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, la CSRD. Alors, c'est une prérogative environnementale et sociale aussi, du coup. Enfin, c'est tout. Parce que là, il faut prérogative environnementale. C'est la création des prérogatives environnementales du CSE, la loi climat. Parce on estime qu'il faisait déjà le social. Ah oui, oui, quand même. Mais par contre,
le lien entre les deux, il ne faisait pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mesures sociales qui sont anti-écologiques et des mesures écologiques qui sont antisociales. Donc, est-ce qu'il y a le lien ou pas du tout? Là, c'est juste, je fais le social, c'est très bien, je rajoute l'environnement et chacun dans son coin. Non, on va le voir, effectivement, ces prérogatives environnementales donc, font l'objet d'une transversalité sur la mission du CSE et sur ses consultations notamment. Ouais. Donc, c'est un sujet tout à fait transversal à la mission du CSE aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est forcément simple à gérer pour des élus de CSE. Hein. Oui. Ah, c'est pas simple, ça, c'est pas fait. Donc, on va concilier les deux. Parce que J'accompagne beaucoup de CSE qui le mettent en place. Mais effectivement, ça reste. le problème, c'est que les experts dans le social et les experts dans l'environnement, c'est des personnes différentes qui ne communiquent pas très bien. Ben, c'est pas mon cas. Moi, je travaille dans le dialogue social sur les enjeux environnementaux. Je travaille uniquement pour les organisations syndicales et les CSE. Non, je dis juste que, en fait, c'est pas facile d'appréhender la transversalité, la question de durabilité, de la durabilité, parce qu'en fait, on a des expertises différentes, des experts qui ont des manières de réfléchir différentes, et c'est très compliqué. Déjà, rien que dans l'environnement, ceux qui travaillent en biodiversité et ceux qui travaillent sur les gaz à effet de serre, ils ne se comprennent pas. Donc, c'est pour ça qu'on sépare et que là, on a à fond les stratégies climat aux dépens de tous les autres impacts. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que l'adoption de ces textes, alors qui peuvent paraître complexes, mais en réalité, qui ont une logique, effectivement, d'éviter de travailler ces questions en silo. Et que la transversalité des questions environnementales est particulièrement mise en avant dans le dispositif légal d'exercice du mandat d'élu CSE, notamment. Donc, pour revenir du coup à cette évolution, et là rapidement du coup sur les évolutions qui concernent donc en haut uniquement les représentants du personnel. Donc, le devoir de vigilance en 2018, je ne vais pas revenir dessus, mais il faut savoir que a été légiféré le mécanisme d'alerte et surtout le fait que les organisations syndicales doivent être consultées et même pas consultées, doivent être ce mécanisme d'alerte doit être co-créé avec les organisations syndicales présentes dans l'entreprise. La loi Pacte n'impacte pas directement le dialogue social. Pour autant, elle a redéfini ce qu'est une entreprise. Donc, la définition de la société dans le Code civil a été modifiée. Article 1833. La société n'existe plus seulement dans l'intérêt de ses associés, de ses actionnaires, a été rajouté le fait qu'elle fait partie, qu'elle a des enjeux sociétaux et qu'elle doit se responsabiliser sur ses impacts socio-environnementaux. Donc, je parlais, la loi climat, prérogatives environnementales, la création aussi de la BDESE au moment de la loi climat, avec les indicateurs qui ont été précisés par décret en 2022, et ensuite cette fameuse consultation du CSE sur le rapport CSRD, sur lequel je viens, sur lequel je vais développer. Pardon. Alors, loi climat 2021, je vous l'ai dit, donc, nouvelles prérogatives du CSE en la matière, 4 nouveautés, si je puis dire, la nouvelle mission du CSE, la transversalité des questions environnementales lors des 3 consultations obligatoires et facultatives, la création de la BDESE et le fait que lors de la négociation en matière de GEPP, les négociateurs doivent prendre en compte les enjeux de la transition écologique. Donc, a été ajouté non pas un thème de négociation, mais de la même manière une transversalité des enjeux de la transition écologique dans la négociation en matière de GEPP. Donc ça, adopté depuis 2021. 2022, les indicateurs environnementaux sont précisés par décret. Et 2023, donc, au cours des 3 consultations obligatoires, le CSE est informé sur les indicateurs de durabilité du rapport CSRD, les moyens de les obtenir et de les vérifier. Donc là, tout est important, l'information, les moyens, la consultation, l'information, et moyens de les obtenir et de les vérifier. C'est là où on va s'attarder un peu là-dessus.
Donc, effectivement, donc c'est l'ordonnance de transposition qui a généré du coup ce nouvel article dans le Code du travail, pardon, nouvel alinéa, alinéa de l'article 2312-17. On va le regarder tout de suite. Quand on dit une obligation de consulter, oui, ben c'est tout. On consulte et obligation de consultation. Oui, je consulte et puis voilà. Alors, c'est les consultations, effectivement, dans le cadre du dialogue social d'entreprise. Le CSE est consulté sur différentes thématiques. Donc, là, notamment, les 3 consultations obligatoires sont les consultations, la première sur la situation économique et financière, puis la politique sociale, puis l'orientation stratégique de l'entreprise. Et on inclut bien sûr les potentielles alertes qu'on peut faire suite à la consultation. Alors, le CSE rend un avis sur ces consultations. Voilà. Et l'entreprise est obligée d'y répondre? Est-ce que c'est spécifié dans le texte? L'entreprise n'y répond pas. L'entreprise est informée de cet avis par le CSE. Et dans le cadre du dialogue social, l'employeur a connaissance du coup de cet avis, qui peut être un avis favorable ou défavorable, ou favorable avec réserve, etc. Ce qui lui permet d'avoir, si vous voulez, c'est la matérialisation, si vous voulez, l'expression des salariés sur ces sujets. Et quand on dit avoir les moyens, ça veut dire... je vais y venir, oui. Ah d'accord, sur la formation. Voilà, donc cet article modifié dans le Code du travail, on va le regarder ensemble parce que c'est intéressant. Donc c'est le fameux article 2312-17. L'article qui instaure les informations consultations récurrentes a été ajouté d'une part en bleu par la loi climat, donc en 2021. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et donc 2023, donc transposition l'ordonnance de transposition de la CSRD a été ajoutée. Donc je peux vous laisser regarder. Donc, au cours des consultations, donc c'est toujours ces 3 consultations annuelles, le comité est consulté sur les informations en matière de durabilité prévues. Donc ça, c'est les articles du Code de commerce qui renvoient au rapport CSRD. Vous avez moyen de les obtenir et de les vérifier. Ouais. La suite, c'est pareil, c'est la soumission au rapport CSRD. Donc, à partir du moment où l'entreprise doit établir un rapport CSRD, ce rapport fait partie des éléments sur lesquels le CSE est consulté dans le cadre des 3 consultations obligatoires. Ça me semble. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut voir effectivement que la transversalité de la consultation se poursuit. Donc, c'était le cas avec la loi climat. On parlait des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait s'interroger, c'est toujours le cas, pardon, à chaque fois, il faut s'interroger sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Et désormais, sur la question de la consultation sur le rapport CSRD, de la même manière, le CSE doit être consulté sur le rapport. En fait, on est seul pays en France à faire ça? Parce que le dialogue social, il est typiquement français? Pas du tout. En fait, c'est la transposition de l'article 19 bis 5. Donc, celle-là, je vous invite à aller la voir. Elle renvoie à une partie de la directive qui s'adresse à tous les pays européens, de provoquer un dialogue social sur le rapport CSRD. Donc, la directive, c'est une transposition de la directive. Oui. C'est pas un ajout de la France. Et dans la directive, effectivement, alors, c'est pas tourné comme ça, évidemment, on l'a adapté en droit français. Mais toutes les entreprises européennes soumises à la CSRD doivent consulter leurs travailleurs. Ok, mais bon, dans la philosophie, en Allemagne, c'est pas la même chose en France. Ils le transposeront ou ils l'ont transposé, je ne sais plus, c'est le principe en droit allemand, bien sûr.
En tout cas, il faut qu'il y ait une consultation voilà, des représentants des travailleurs, ou des travailleurs même. Je crois qu'il n'y a même pas de représentants de travailleurs. Donc, en fonction, effectivement, de la législation, de toute façon, l'expression collective des salariés, les salariés doivent s'exprimer sur le sujet. Il y a une culture, selon les pays, qui est plus ou moins. Alors, quelqu'un précise dans le chat, ça appelle réflexion, je pense, que selon l'article L 2312-19 du Code du travail, lorsque le comité social et économique rend un avis motivé dans le cadre d'une consultation récurrente, l'employeur répond à cet avis. En cas de désaccord, le comité peut faire valoir ses observations dans un rapport qui est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et l'employeur a obligation de répondre à ce rapport. Alors, cette précision apportée par le participant ne concerne qu'une des 3 consultations, la consultation sur les orientations stratégiques, où effectivement, l'avis du CSE dépasse l'instance CSE et est transmis au conseil d'administration. C'est le seul avis là, qui fait l'objet d'une transmission au CA. Donc, quand on parle de l'instance, c'est le CA, généralement. Alors, l'instance CSE, l'instance CA, c'est 2 instances différentes, mais Et là, la dans transmission le cadre des orientations stratégiques, l'avis du CSE est transmis au CA. au CA. Et là, on dépasse un peu le cadre de Oui, c'est le pour, périmètre. c'était pour répondre à ce commentaire, justement, pour pas induire. Ouais. Alors, je passe à la question des informations. Donc là, on a cadré, effectivement, on va s'intéresser voilà, à des points spécifiques de cette consultation CSRD uniquement. Ont été apportées des précisions, donc notamment sur quand le CSE doit être consulté, pardon, quand les informations doivent être transmises, c'est-à-dire quand les informations en matière de durabilité doivent être transmises. Et donc là, c'est réglé dans l'article 2212-17 du Code du travail. Donc, c'est dans la consultation annuelle sur la situation économique et financière que le CSE doit être informé, que doit être transmis, donc, le rapport de durabilité. Et c'est ce que je vous ai mis du coup à droite, le rapport de durabilité et le rapport de certification établi par les CAC, dont parlait Jean-Christophe tout à l'heure. Donc, en termes d'information, rapport de durabilité, rapport de certification des CAC sur le rapport de durabilité, quand, au moment de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise. Il faut bien faire la distinction entre la consultation et la transmission d'informations. Là, je suis sur la transmission d'informations. Donc, l'employeur transmet au CSE le rapport de durabilité et la certification des CAC au moment de la situation économique et financière de l'entreprise. Cadre légal, évidemment, possibilité de négociation, etc., mais cadre légal. Donc là, on est sur la transmission d'informations. Sur la temporalité de la consultation. Alors, qu'est-ce que j'entends par la temporalité de la consultation? C'est complexe. C'est-à-dire que, en fait, à ce jour, ce n'est pas tranché. Il n'y a pas encore de consensus sur le sujet. Je vais vous expliquer pourquoi, et on va voir les hypothèses actuelles qui sont développées. Donc, l'article du Code de commerce à gauche a été modifié et concerne donc la certification des commissaires aux comptes. Donc, vous voyez, les commissaires aux comptes ont pour mission de vérifier les documents de l'entreprise. Et donc, à la fin, comme vous pouvez le voir, les questions de conformité, donc de conformité de la certification en matière de rapport financier et de rapport extra-financier a été ajouté dans le respect de l'obligation mentionnée au 6e alinéa du Code du travail. Qu'est-ce que c'est le 6e alinéa du Code du travail? C'est ce qu'il y a à droite, c'est-à-dire que au cours des consultations, donc au cours des fameuses consultations, le comité est consulté en matière de durabilité. Donc, ce qui veut dire qu'à gauche, le commissaire aux comptes doit certifier en ayant pris en compte
ce que le Code du travail met en place. Donc, et le Code du travail précise, à travers les 3 consultations, le comité doit être consulté sur le rapport de durabilité. Ce qui veut dire en réalité que le CAC ne peut pas certifier le rapport extra-financier, ce rapport CSRD, si le CSE n'a pas été consulté. Donc, on se retrouve dans une problématique d'interprétation des textes, si vous voulez, où finalement, certains disent, bon, bah, de toute façon, c'est un avis, donc il faut que le rapport soit terminé et publié pour être transmis et que les CSE soient consultés. D'autres disent, bah, non, en fait, étant donné que les CAC doivent observer le respect des consultations du CSE avant de faire leur certification, il faut que le CSE soit consulté avant la certification des CAC. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, voilà un petit peu les 3 options aujourd'hui qui ne sont pas vraiment tout à fait arrêtées. Enfin, l'une d'entre elles n'a pas forcément été encore arrêtée. Donc, est-ce que la consultation doit avoir lieu durant le rapport d'élaboration, durant la phase d'élaboration du rapport? Et c'est là où c'est ce qui paraît le plus intéressant en réalité. Ça permet du coup au CSE de participer finalement à l'élaboration, de donner ses remarques, que ces remarques soient prises en compte avant l'arrêté des comptes. Voilà cette partie-là. Est-ce que c'est lors de la certification du rapport? C'est-à-dire, est-ce que c'est, enfin, voilà, une fois que les commissaires aux comptes entrent en jeu, finalement, est-ce qu'il faut faire une consultation aussi avec eux? Parce que au niveau des commissaires aux comptes, il faut quand même savoir que maintenant, il y a beaucoup de commissaires aux comptes qui se distinguent entre rapport financier et extra-financier. Vous avez des commissaires aux comptes souvent qui se chargent du rapport financier et désormais d'autres commissaires aux comptes qui se chargent de la certification du rapport extra-financier. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais ça peut être le cas. Donc, est-ce que ça se passe à ce moment-là ou est-ce que ça se passe après, alors que le rapport est déjà publié? Mais là, dans ce cas-là, pas de participation des représentants du personnel à l'élaboration du rapport. Ce qui ne va pas forcément dans le sens de l'esprit de la directive. Donc, bon, il y a beaucoup d'articles sur le sujet et effectivement, d'un point de vue tangible, d'un point de vue légal ou jurisprudentiel, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Alors, donc ça, c'est la temporalité du coup de cette consultation. De moyens, enfin, forcément, en termes de levier, le plus, à mon sens, le plus intéressant serait justement de négocier cette question. Et on va le voir ensuite, la forme aussi de cette consultation, c'est-à-dire est-ce qu'on maintient la transversalité, est-ce que cette transversalité, comment on la répartit entre les 3 consultations, est-ce qu'on fait une consultation ad hoc, etc. C'est des choses qui mériteraient, à mon sens, de faire l'objet d'une négociation. Pour préciser voilà, ce fonctionnement et justement peut-être même simplifier cette consultation dans le cadre du dialogue social. Donc, et je vous parlais donc de cette deuxième forme de réflexion. Donc, première forme de réflexion sur la temporalité de la consultation, à réfléchir. Et la deuxième, la mise en œuvre de cette consultation. Donc, comme je vous l'ai indiqué, la consultation sur le rapport SRD a été inclue de façon transversale aux consultations annuelles du CSE. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, ça veut plutôt dire le schéma que vous avez à gauche. C'est-à-dire que donc, vous avez les 3 consultations annuelles. Est-ce que, voilà, si la répartition transversale, c'est un exemple que je vous donne, pourrait être fait de cette manière-là.
sur la situation économique et financière, on parle de l'organisation de la gouvernance, de la performance environnementale court, moyen terme, de l'impact économique que ça peut avoir, etc. Sur la consultation sur la politique sociale, on parle de la performance sociale, ou tous les indicateurs qui collent les fameux SRSS. Et sur la consultation sur les orientations stratégiques, peut-être parler des enjeux de performance environnementale long terme. Puisque vous avez des entreprises, effectivement, qui ont des objectifs court terme d'économie circulaire, de réduction de la flotte auto, etc., enfin, de l'impact de la flotte auto, typiquement, enfin, mais aussi des objectifs très long terme, comme arriver à une neutralité carbone en 2030, 2050, etc. Donc, peut-être qui auraient plus leur place, l'analyse aurait plus leur place dans la consultation sur les orientations stratégiques. Il n'y a pas de performance sociale long terme, alors on s'en fout finalement. En fait, on est sur les enjeux environnementaux, là, sur le... Mais ouais, on peut faire... si. Parce que c'est quand même intéressant. En fait, peu importe si c'est long ou court terme, parce que c'est dans la partie consultation sur la politique sociale. En fait, il n'y en a qu'une consultation sur la politique sociale. Mais dans les orientations stratégiques, on a quand même une influence sur la performance sociale. Je veux dire, c'est très... Donc, c'est peut-être la culture des CSE qui veut ça, mais... On l'a peut-être un peu résumé, parce que consultation sur les orientations stratégiques, on ne parle pas que des orientations stratégiques, on parle aussi des incidences de ces orientations en matière de gestion de l'emploi, des compétences, de tous les sujets qui traitent des conséquences sociales de ces orientations. Mais là, effectivement, on est plus en perspective. Et donc, c'est peut-être dans cet état d'esprit-là qu'on parle de long terme aussi. Là, si vous voulez, ce que j'ai mis à gauche, c'est vraiment pas un dispositif légal. Alors, oui, les consultations, oui, ça, c'est une indication que je donne. C'est pas... Alors, qui est très succincte. Voilà, du fait de... donc, sur la... Alors, est-ce qu'effectivement, on travaille cette transversalité sous cette forme-là voilà. Et effectivement, qui peut faire aussi peut-être l'objet d'une négociation ou est-ce que d'autres options possibles qui sont réfléchies aujourd'hui dans plusieurs entreprises donc, de se dire, est-ce que on ne se concentrerait pas sur une des consultations pour faire cette fameuse consultation sur le rapport CSRD. Alors, au choix, situation économique, politique sociale, orientation stratégique, voilà, qui ferait l'objet d'une consultation sur le rapport CSRD de manière globale, dans son entièreté. C'est une possibilité. Et dernière possibilité, une consultation ad hoc, donc une quatrième consultation. On se dit, bon, ben voilà, on fait une consultation sur le rapport, sur ces enjeux-là, parce que c'est quand même spécifique, parce qu'il y a des indicateurs CSRS qui sont quand même... qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise dans les autres consultations. Alors ça, voilà, c'est à l'appréciation forcément de chacun, de chaque CSE. Moi, à mon sens, le fait de faire une consultation ad hoc est peut-être le plus simple, mais voilà, c'est pas la meilleure option en fonction du contexte. Et ça suppose surtout la négociation de cette consultation. Ça doit faire l'objet d'une négociation dans le cadre de l'accord de dialogue social, de l'accord de fonctionnement de l'instance, parce que par défaut, cette consultation n'existe pas. Il faut la négocier. Il faut la négocier, effectivement. Après, on sait le temps que peut prendre une négociation. Donc, ce qui est possible, à mon sens, mais c'est de façon très pratico-pratique terrain, de faire peut-être une première année en accord avec l'employeur d'une forme, voilà, X ou Y, et de se dire à l'issue, finalement, ça s'est bien passé, on le matérialise par un accord. Ça peut être aussi peut-être plus facile à passer. Mais le fait de le faire à côté, ça déconnecte finalement, enfin, c'est toujours le problème, c'est-à-dire que ça va déconnecter le CSRD de l'approche stratégique et de l'approche des situations économiques. Et en fait, c'est un petit peu, si tu prends les choses à côté, jamais ce sera vraiment intégré et les conséquences seront peut-être pas... Et alors qu'obliger justement l'entreprise à mieux intégrer ça dans ses orientations stratégiques, dans sa politique sociale,
et bien Alors, sûr en fait, le bilan. ouais, tout à fait. Donc, on je sais peut pas avoir si cette vision-là. C'est une question aussi de pratique, en fait. C'est-à-dire, en fonction de la situation et le fonctionnement du dialogue social de chaque entreprise, l'une ou l'autre peut être plus ou moins intéressant à mettre en place. Par ailleurs, si on revient sur les questions environnementales, il faut quand même pas oublier que l'impact environnemental de l'entreprise doit être toujours et depuis 2021 intégré aux 3 consultations. Là, on parle juste du rapport CSRD, donc je pense qu'il faut quand même pas oublier ça, d'une part, et ensuite, à mon sens, de se focaliser dans une consultation spécifique ad hoc. De toute façon, oui, toutes ces questions vont être transversales au rapport CSRD. On peut se dire chaque consultation est transversale au rapport CSRD et l'inverse en réalité. Donc, et étant donné que typiquement, si on sur la consultation, par exemple sur la situation économique, et oui, voilà. Non, oui, voilà. Je pense que tout dépend de la situation et le confort finalement au sein du dialogue social de l'entreprise, de ce qui sera possible de faire. Parce que si tu négocies une consultation spécifique sur le rapport CSRD, que l'entreprise te l'accorde, c'est bien. Mais d'un autre côté, tu vas peut-être moins négocier autre chose, non? Parce qu'il y a ça. Ça, c'est un autre type de... Mais non, mais c'est vrai. Finalement, il vaut peut-être mieux négocier quelque chose à l'intérieur des 3 en s'appuyant sur l'apport CSRD plutôt que de négocier une consultation spécifique à la CSRD. Non? Alors là, il y a deux schémas déjà. Il faut clarifier. On parle de négociation, on parle de consultation. On est sur 2 registres très différents. Donc la négociation, là, ce qui est suggéré, c'est plutôt une négociation ponctuelle pour organiser les moyens de la consultation d'instance. D'accord. Mais l'argument de dire on déconnecte les sujets, c'est déjà le cas dans les 3 consultations obligatoires, puisque finalement, tout est un peu dans tout. On est dans la même entreprise, donc tous les aspects se renvoient les uns et les autres. Et de manière à pouvoir cadrer le travail, les interpellations des élus, eh bien, on a choisi de compartimenter en 3 bouts. 3 bouts qui sont artificiellement déconnectés les uns des autres, alors qu'ils sont liés. Quand on parle de politique sociale, c'est difficile de parler de politique sociale sans parler de l'activité de l'entreprise, sans parler des aspects de gouvernance et autres. Et pour les 2 autres, c'est pareil. Donc, le fait de déconnecter, c'est plus pour organiser le travail de l'instance. Après, c'est un choix qui peut être pertinent, que certaines équipes peuvent faire. Il est aussi tout à fait possible de rester sur le choix 2, qui est effectivement celui qui est l'alternative que suggérait Mathilde. Voilà un petit peu sur le contexte. Donc, on était effectivement sur un focus aujourd'hui CSE et CSRD ou durabilité. Voilà, ce qui n'empêche pas effectivement toutes les autres consultations. Et j'insiste en matière environnementale parce que je sais que peu d'élus aujourd'hui sont tout simplement au courant de leurs nouvelles prérogatives depuis la loi climat. Mais peut-être qu'avec ce rapport CSRD qui devient un rapport certifié par les commissaires aux comptes, etc., qui fait partie justement du document d'enregistrement unique, peut-être la question viendra peu à peu dans les discussions au sein par les partenaires sociaux, que ce soit en entreprise, dans les branches aussi. Je finis par les sanctions du non-respect de cette fameuse consultation, qui est la même que celle des autres en réalité, avec des enjeux d'annulation des décisions, des condamnations pour délit d'entrave ou du contentieux prud'homal. Donc là, il n'y a rien de nouveau, c'est juste le non-respect de l'obligation de consultation du CSE. Je vous invite je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore vu passer, à consulter donc l'ANI, l'accord national interprofessionnel relatif à la transition écologique et au dialogue social, qui a été adopté en 2023, donc, et dans lequel, en matière d'application des enjeux
de transition écologique au sein du dialogue social, d'entreprise notamment, vous donne quand même des indications et des recommandations de l'usage des leviers syndicaux notamment pour s'emparer de ces sujets. Il nous reste relativement peu de temps, donc si certains avaient des questions, clarifier des points qui ont été abordés, n'hésitez pas tant sur le droit en matière d'information et de consultation nouvelle du CSE, mais que sur les leviers d'action que peut avoir le CSE sur ces dimensions-là, pour répondre à vos questions. Il y a des questions? Je le dis s'il y en a. Pour l'instant, non. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à des élus qui souhaitent s'emparer de ce sujet qui est quand même très complexe? Et aussi, d'ailleurs, j'imagine que pour les employeurs qui doivent lire ce rapport, même s'ils ne doivent pas y figurer les 3000 indicateurs, quels sont les premiers conseils qu'on peut donner à des élus du personnel qui vont devoir rendre un avis sur ce rapport, qui veulent se saisir des questions environnementales? Par quoi commencer? C'est la formation. À mon sens, c'est la formation. Après, je ne dis pas forcément via un organisme de formation, mais de la formation, de l'auto-formation aussi, de se renseigner, de s'instruire sur le sujet, parce que c'est un sujet très complexe, effectivement, qui nécessite une montée en compétence sur de nombreuses compétences. Donc, effectivement, il y a des possibilités de formation, il y a des possibilités, voilà, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été écrites dessus. Et à mon sens, c'est de commencer par ça. En fait, c'est aussi le sens de cet atelier aujourd'hui. On se dit que finalement, le sujet n'est pas forcément très bien approprié actuellement par les élus. Et donc, même si tout le monde a entendu parler quand même vaguement de ces questions-là, et on s'est dit, il faut faire un atelier actuellement parce que pour un certain nombre d'entreprises, c'est la première année où ils vont avoir à appliquer ce nouveau dispositif. Et donc, l'information élus, c'est la première étape pour espérer qu'ils prennent en charge ce nouveau dispositif, qu'ils exigent de leur employeur les informations qu'ils ont droit sur le sujet. Et c'est quand on ouvre le cadre qu'il faut se saisir de ces prérogatives. D'où l'intérêt de ne pas louper cette première année. Alors, ce n'est pas la première année pour tout le monde, hein, c'est pour un certain nombre de catégories d'entreprises, pas pour toutes les entreprises, mais pour celles pour qui c'est la première année où il va y avoir un rapport de durabilité, rappeler à l'employeur la nécessité de consulter le CSE sur ces questions-là, c'est déjà un premier pas. On a un participant qui explique qu'en tant que rapporteur de la commission environnement dans une association, il voudrait savoir comment aller vers l'employeur pour aborder ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont que le bilan carbone, le bilan en gaz à effet de serre en réalité, à disposition, et ils souhaiteraient aller plus loin. Effectivement, plusieurs éléments, ça va être. Mais comment interpeller l'employeur comme nous disait Jean-Christophe, disons que le b.a.-ba, effectivement, c'est l'application du cadre réglementaire. Donc, bilan carbone, très bien, mais il y a probablement d'autres obligations que l'association à laquelle l'association est soumise. L'idée, c'est pas de pointer du doigt ce que fait mal l'employeur du tout. Enfin, c'est vraiment justement de se mettre en conformité pour éviter toute problématique en termes d'impact ou en termes de sanctions. Il y a le bilan carbone, il y a les audits énergétiques, il y a les plans de réduction. Enfin, tout dépend. En réalité, c'est difficile de répondre tout de suite juste sur une association sans connaître l'effectif, les bâtis dont elle dispose, etc. Pour autant, il y a effectivement, de toute façon, lors de toutes les consultations, donc là, j'imagine, en plus, c'est une association, donc il n'y a pas de soumission à la CSRD. Par contre, lors des 3 informations consultations, il y a une transversalité de l'enjeu environnemental qui doit être abordée. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est possible, effectivement, d'interpeller l'employeur sur le sujet. Donc, d'une part, effectivement, essayer de se renseigner sur ce à quoi son entreprise est soumise en matière de transition écologique, en termes de réglementation, et peut-être au moment des consultations, puisque au moment des 3 consultations,
le CSE doit être consulté sur l'impact environnemental des activités d'entreprise, dire voilà, au titre de notre consultation de l'impact de l'activité environnementale de notre entreprise, on voudrait savoir voilà, quel est le dispositif légal, on s'est renseigné de notre côté, est-ce que vous avez ce document, ces indicateurs que vous pouvez partager avec nous, alimenter la BDESE, n'a pas abordé aujourd'hui parce que ce n'était pas l'objet de l'atelier, mais à vérifier effectivement avec lui que les indicateurs ont été transmis, négocier potentiellement l'ajout d'indicateurs si vous estimez que certains indicateurs pourraient vous intéresser. Voilà, donc je dirais consultation, négo BPESE et dispositif légal. Moi, j'aurais envie de rajouter une autre idée d'action qui concerne la négociation, cette fois-ci, au-delà de la négociation sur la consultation, mais la négociation sur le partage de la valeur, puisque rien n'empêche les délégués syndicaux de négocier dans les dispositifs de partage de la valeur des indicateurs qui soient des indicateurs extra-financiers. Donc, c'est tout à fait possible aujourd'hui de les intégrer dans les accords des parts salariales. Et ça va en cohérence avec ce qu'on vient de dire avant, c'est finalement faire en sorte que l'ensemble des dimensions de l'entreprise soient impliquées dans le respect des engagements d'entreprise. L'épargne salariale, ce n'est pas forcément tout, mais c'est peut-être un élément qui sensibilise aussi les salariés d'entreprise sur ces dimensions. Il faut savoir que dans le rapport CSRD, ce qui coûte le plus cher à l'entreprise, ça y est pas. Les impôts, les charges sociales. C'est totalement aberrant cette histoire. Et c'est vrai qu'en France, il y a quand même. Ça choque, parce que quelque part, c'est de la qualité sociale qui est absente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je crois qu'on arrive au terme du webinaire. On arrive au terme, il n'y a plus de questions. Donc, pour remercier les 15 participants. Et maintenant, il n'y en a plus que 15. Ah, parce qu'il y en a qui sont partis en cours de route. D'accord. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, alors. C'est ça, exactement. Donc, à qui, bien évidemment, on enverra le support, modifié de quelques petites coquilles qu'on a vues qu'on était en train de passer, et précisions là, qui ont été demandées par les participants. Donc, on enverra le support à tout le monde, et on reste bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions de cet atelier, en vous disant qu'on va faire un nouvel atelier prochainement, je crois que c'est le 22 mai, justement sur les questions de partage de la valeur. Continuer cette fréquence d'atelier, informer les élus, que ce soit élus CSE ou délégués représentants syndicaux sur un certain nombre de sujets qui nous semblent des sujets d'actualité. Nous vous remercions tous pour votre. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.